Ce matin, on a la chance de rencontrer un grand nom des médias québécois. Elle a été journaliste, ex-animatrice, on l'a vu entre autres pendant de longues années à TVA. Il s'agit de Mme Jocelyne Cazin, qui est maintenant auteure, qui va nous parler de son livre J'ose déranger. Bienvenue à l'émission. Bonjour François. C'est tout un honneur de vous recevoir, honnêtement. Je dirais même que je suis un peu impressionné, intimidé même. J'ose vous déranger ce matin. Bien, absolument, absolument. Mais surtout, ne soyez pas intimidés parce que je suis absolument pas intimidante. Je suis quelqu'un de très simple, Oui. puis vous allez voir, très sympathique. Ah, D'ailleurs, Alain absolument. Gravel avait dit de moi que j'étais la fatigante la plus sympathique en ville. Mais il ajoutait, « Mais Cliff, que t'es fatigante! » Bien, justement, on va rencontrer cette fatigante-là ce matin. J'aimerais, avant de tomber dans votre livre J'ose Oui. déranger, vous avez un parcours dans les médias très, très intéressant, d'une belle expérience, une belle carrière. Oui. Ça a commencé dans les années 70, je crois. Si on retraçait les grandes lignes de votre carrière. Oui. Bien, d'abord, j'ai fait 10 ans de radio. Oui. J'ai fait ce qu'on appelle la ronde de lait. Alors, j'ai fait à peu près toutes les stations de radio dans les Laurentides. Alors, je vous ferai pas la nomenclature des stations de radio, mais à l'époque, dans les années 70, d'abord, pour une femme, c'était assez difficile de faire sa place. Et donc, il fallait oser déranger. Oui. Donc, Oui. je frappais aux portes, je quémandais, je demandais, puis je voulais faire mes preuves. Je voulais faire la démonstration que Jocelyne Cazin était capable de faire de la radio. Et comme journaliste aussi, parce que j'ai entrepris des études en journalisme, mais que je n'ai pas terminé parce qu'à un moment donné, il y a CKAC, qui était la station à Montréal, CKAC Télémédia, qui m'a engagée. Alors, j'ai laissé de côté mes études, puis je peux vous dire que d'apprendre sur le tas, il n'y a pas meilleure façon Ouais. d'apprendre sur le tas, quoique j'encourage quand même les jeunes à aller à l'école, là, c'est sûr. Mais donc, ça a été ça, le parcours. Et j'ai jamais pensé que je ferais un jour de la télévision. C'est carrément TVA. À l'époque, c'était Télémétropole. Oui. Télémétropole, le Canal 10, à Montréal. Je ne sais pas ici qu'est-ce que c'était, mais je sais que c'était... je ne sais même pas s'il y avait... Est-ce qu'il y avait TVA chez Chicoutimi à l'époque? Il y avait, oui, je crois que oui. Probablement. Il faudrait vérifier, Oui, par parce que contre, mon là, bon je ami veux- Roger Jobin travaillait déjà pour Télémétropole à ce Ouais. moment-là, en fait, TVA chez Chicoutimi. Alors, donc, en 84, c'est Télémétropole qui est venu me chercher. Et là, j'ai commencé, j'ai fait mes preuves. Mais avant ça, dans mon parcours de radio, j'ai eu le grand privilège, la chance de devenir la première femme à couvrir les faits divers. Oui, oui. Et les faits d'ailleurs, vous divers... aviez reçu le prix, mon Dieu, le nom m'échappe. J'ai dit Jasmine? Oui, exactement, mais ça, pour le meilleur... Oui, mais ça n'a rien à voir avec les faits divers, je vous raconterai. OK. Mais les faits divers, c'est ce qu'on appelle les chiens écrasés, les meurtres, les crimes, etc. Et j'ai connu à l'époque Claude Poirier, qui était mon compétiteur, mais je dois l'avouer, François, qui a été le seul homme qui m'a donné un coup de pouce au lieu de me donner un coup de pied. OK. Qui m'a aidé, par exemple, quand on était sur les lieux d'un incendie, il me disait, ben tiens, ça c'est lui le directeur du service des incendies. Quand on était sur le lieu d'un crime, tiens, c'est lui l'enquêteur. Au lieu de me donner des coups de jarnac, au lieu de dire qu'est-ce qu'elle fait là, elle, parce que je me suis fait dire ça souvent. Donc, ça m'a formé. Ça m'a formé le caractère, mais aussi, quelque part, ça a fait de moi quelqu'un qui est devenu assez coriace, Ouais. assez dur. Ouais. Je n'ai pas toujours été facile parce qu'il a fallu que je me bâtisse une carapace. Et c'est à partir de ce moment-là, vraiment, où la carapace de Jocelyne Cazin s'est construite et où je suis devenue un petit peu pitbull dans mon métier. Oui. Donc, vous êtes en quelque sorte une pionnière, là. Vous avez aidé À ce à niveau-là. faire avancer la cause de la femme dans le milieu des médias, Oui. à faire une place, à donner... Oui. Sauf que je n'en étais pas consciente à ce Ouais. moment-là. Moi, ce que j'essayais de faire, c'était ma place. Mais c'est vrai que j'étais assez féministe aussi parce que j'ai été probablement une des premières à introduire la féminisation dans les mots, comme par exemple la porte-parole, la première ministre. Et je me souviens très bien, d'ailleurs aujourd'hui, ces collègues-là, ils me font des amendes honorables, mais moi, je me souviens très bien que j'écrivais mes textes pour des présentateurs de nouvelles à CKAC avec la porte-parole, la première ministre, puis les gars, ils disaient « Jamais tu me feras dire la porte-parole ou la première ministre. » Puis aujourd'hui, ben, c'est devenu langage Oui, courant. oui, absolument. Ouais. Donc, chapeau, vraiment, des belles avancées que vous avez apportées. Donc, arrive le moment où on est animatrice à la télévision, Oh. Télémétropole, et là,
vous avez porté plusieurs chapeaux. Ah, mais avant d'être animatrice, François, quand même, là, moi, j'ai gravi les échelons marche par marche. Ouais. Donc, quand je suis arrivée à TVA en 1984, j'étais simple reporter. Et éventuellement, j'ai couvert la colline parlementaire, donc j'ai couvert le politique à Québec et aussi à Ottawa. J'ai couvert les Jeux olympiques de Calgary en 88. J'ai les Sœurs Lévesque, qui sont de la région, hein, les Sœurs Lévesque, les Valises Rouges, Oui. ça vous dit quelque chose? Bon, ben j'ai couvert l'histoire des Sœurs Lévesque. Je suis même allée à Rome, où elles étaient emprisonnées à la prison de Rebebia à Rome. En tout cas, ça a été toute une saga. Donc, j'ai fait mes preuves. J'ai vraiment, marche par marche, puis j'étais assez fonceuse. Moi, j'attendais pas la petite feuille rose pour qu'on me donne une assignation. J'allais au-devant et je proposais des sujets au chef de pupitre, par exemple, ou à l'affectateur. Et à un moment donné, s'est ouvert un poste de présentatrice de nouvelles les fins de semaine. Alors, Oui. je suis devenue présentatrice de nouvelles et j'ai donc la fin de semaine et la semaine, je travaillais comme reporter à l'émission Le Match de la vie avec Claude Charron. Je ne sais pas si vous avez écouté cette émission-là, mais c'était assez extraordinaire. Et je pense que c'était le mercredi soir, Madame, Monsieur, bonsoir. Ça, c'était Claude Charron. Et c'était donc des beaux reportages très human, à caractère humain, comme on peut dire. Et de fil en aiguille, il s'est ouvert un poste de présentatrice de nouvelles à Salut Bonjour le matin. Et ça, c'était en 1988 avec Claude Saucier, Oui. qui était le prédécesseur de Guy Mongrain. Alors, la première année avec Claude Saucier et 3 autres années avec Guy Mongrain, jusqu'en 93, où là, Moi, j'avais déjà dit à mon patron, Philippe Lapointe, écoute, je suis plus capable de me lever à 1 h du matin, j'en peux plus. Je vivais une vie de monastique. Tu sais, se coucher à 6 h le soir, il n'y a pas grand gars qui ont envie de se coucher avec toi à 6 h le soir. C'est un gros sacrifice. Exact. Alors j'étais vraiment très recluse et tout ça. Et donc, il me disait, ben là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va t'offrir après, parce que là, on était loin de penser à JE. Ouais. Et au mois de mai, Philippe Lapointe m'invite à son bureau, puis il y avait Gaëtan Giroir qui était déjà dans le bureau, et on me propose d'animer avec Gaëtan l'émission que vous connaissez, qui s'est appelée JE. Oui, Et la célèbre émission d'enquête. Et ça, c'était en 93. Alors, on était assez pionniers, encore une fois, Oui. de ce côté-là, parce que c'était carrément des nouvelles techniques d'entrevue avec la caméra cachée et tout ça. Ça s'était jamais vu au Québec. Donc, vraiment un parcours riche, un parcours hyper intéressant, dans lequel il y a du chien, là. Il y a du mordant. On voit Oui. que Oser déranger, c'est un thème qui vous a accompagné Oui. tout au long. Puis heureusement, parce que ça a ouvert la porte à des belles opportunités comme ça. Puis ça a ouvert la porte, je crois, à d'autres femmes qui se sont fait un nom dans le milieu par la suite, parce que ça en prenait qui ouvre le chemin comme ça, comme Au vous avez prix fait. de pas mal de sacrifices, quand Ouais, même. ouais. Mais disons qu'aujourd'hui, j'ai 64 ans. Oui, vous avez le droit de dire que je ne le fais pas. Mais je suis quand même assez heureuse. Je suis contente du chemin accompli. Et ça me permet de vous dire, parce que moi, je suis très préoccupée par la relève, puis je m'occupe Ouais. des jeunes, je fais du mentorat, et je dis aux jeunes, il n'y a pas d'âge pour avoir des projets. Et moi, à 64 ans, j'ai encore des projets, j'ai encore l'avenir devant moi. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et un de ces projets-là, c'est justement le livre que je tiens entre les mains, Oui. J'ose déranger. J'ose déranger, on se doute que c'est inspiré d'une carrière comme celle qu'on Oui. vient de présenter. Mais plus encore, c'est quoi ce livre-là? Qu'est-ce qui vous a amené à l'écrire? Bon, d'abord, c'est le groupe Librex, c'est l'éditrice du groupe Librex qui voulait que j'écrive un livre, qui voulait que j'écrive ma biographie. Ça faisait déjà 3 ans qu'elle me sollicitait, puis je disais non à chaque fois parce que je n'étais pas prête à écrire une biographie. Puis finalement, il y a 2 ans et demi, on s'est entendu sur un livre qui partirait, dont la base serait mes conférences, parce que je donne des conférences, par exemple, sur les chemins vers la retraite, sur le bénévolat, sur la relève, sur la prévention du suicide, etc., sur la responsabilisation. Et là, on s'est dit, tiens, on va faire... Chaque chapitre pourrait partir de l'une de ces conférences-là. Mais évidemment, je suis allée beaucoup plus loin que ce que je dis dans mes conférences. Et ça fait la démonstration de ma personnalité, du type de personnalité que j'ai toujours eu. Et c'est un encouragement à oser, parce que je trouve que malheureusement, au Québec, on n'ose pas assez. Je trouve qu'on est très pacifiste, puis c'est correct comme ça, mais en même temps, on devrait être plus revendicateur, on devrait oser
oser demander une coche au-dessus. Ouais. On devrait exiger l'excellence. Moi, je m'excuse, je vais vous donner un exemple bien niaiseux, mais si vous allez dans un restaurant où vous allez payer 40$ votre steak, puis que vous demandez un steak saignant, puis qu'on vous le donne médium bien cuit, je suis désolée, mais osez déranger. Oui. Osez dire au serveur, je m'excuse, j'ai demandé un steak saignant, vous me l'avez apporté médium bien cuit. Il n'y a pas de mal à faire ça. Parce que si vous laissez faire, et c'est ça que, dans le fond, un petit peu le message qui passe à travers mon livre, c'est qu'à partir du moment où on laisse faire, on dit, il ne faut pas déranger. On a été élevé comme ça. Moi, ma génération, c'est, chut, il ne faut surtout pas le dire, il ne faut pas déranger. Mais regardez qu'est-ce qu'on a l'air. Je trouve qu'actuellement, malheureusement, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, à plein de niveaux, on est un petit peu dans un état de médiocrité. Et les Québécois... On s'excuse mérite, des victimes. oui, puis les Québécois, on mérite mieux que ça. Ouais. On est un peuple extraordinaire. Moi, je me promène partout au Québec, notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous êtes une fourmilière de culture absolument formidable, mais il faut oser. Il faut oser déranger, il faut vouloir plus. Il ne faut pas se contenter de médiocrité. Et c'est un petit peu le message que j'ai. Mon Dieu, je suis passionnée, moi, là. Hein? C'est incroyable. Excusez-là. Mais vraiment, c'est un beau discours. Puis oui, il faut, oui, mais c'est parce que faut, je le faut vis. sortir de nos salons. Il faut Oui. arrêter de chialer devant nos ordinateurs puis nos écrans de télé. Puis on se lève, puis on passe à l'action, puis on pose des gestes. Être proactif au lieu d'être réactif. Oui, oui. Hein? Moi, je veux bien que l'on chiale contre un gouvernement, mais êtes-vous allé voter? Ouais. Est-ce que vous appelez votre député lorsqu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Tu sais, c'est toutes des questions. En fait, c'est une question de conscientisation. Ouais. Alors, c'est un petit peu ça à travers mon livre. Ce sont carrément des réflexions sur mes expériences personnelles et professionnelles. À partir de thématiques, comme on a mentionné. Je vous ai dit tout à l'heure. Et puis, je parle, entre autres, d'expériences fabuleuses que j'ai vécues. Je ne sais pas si vous reconnaissez ça. Vous reconnaissez ça, vous, la photo, ça ressemble à chez nous. Ça ressemble à un CF-18, oui, ça, hein? À la base de Bagotville. Écoutez, en 2012, je viens donner une conférence d'abord à Chicoutimi, après ça à Roberval, mais aussi à la base de Bagotville, auprès des soldats de l'armée canadienne de Bagotville. Et en signe de remerciement, le colonel Paul Prévost, que vous avez peut-être connu, oui. Au bout de 2 mois, par son adjointe, m'a envoyé un courriel pour m'inviter à faire une envolée en CF-18. Imaginez-vous là, le privilège. Il y a très peu, unique, ouais. il y a très peu de civils qui vivent ça. Hein. Alors, c'était dans le cadre d'une opération militaire. Évidemment, c'était pas juste pour les beaux yeux de Jocelyne Cazin. Donc, au mois de septembre 2012, j'ai eu ce grand privilège. J'ai pas été malade. Ça a duré 1h11. Mon corps a accepté 5,2 de force G. C'est quand même pas rien. On a fait une espèce de 360. On est passé de 10 000 pieds à 20 000 pieds en 4 secondes. Wow. On a fait 1100 km. Écoute, c'est fabuleux. Alors, ça, c'est dans le thème « J'ose ». Ça, là, cette photo-là, c'est parce que j'ai osé. Et puis aussi, je parle, dans le chapitre sur les deuils, je parle de mon expérience à Mastoyache. Dans la communauté autochtone, où malheureusement, il y a énormément de suicides. Et moi, j'ai été estomaquée le soir où j'ai donné ma conférence dans cette communauté, de voir le nombre de personnes qui venaient me voir pour me dire, moi, j'ai quelqu'un qui s'est suicidé. Et à un moment donné, il y a un monsieur qui me dit, Madame Cazin, ma femme et mes 3 fils se sont suicidés. Et c'est pour ça que je leur rends hommage un petit peu dans ce livre-là aussi. Donc, on vit toutes sortes d'émotions au travers de ça. Oui. Des moments beaucoup plus bouleversants, beaucoup plus touchants. Mais pour ramener ça, il y a aussi une préface, une présentation signée Éric Salvaille et Marie-Mé. Ça vous a surpris? Ben oui, c'est surprenant. Qu'est-ce qui les a amenés à... Qu'est-ce qu'ils font là, eux c'est autres? des gens qui n'ont pas peur de déranger, ça, on le sait. Absolument. Bien, justement, alors François, vous touchez un point. C'est parce que, d'abord, ce sont 2 jeunes que j'apprécie beaucoup. Moi, je vais vous faire un petit aveu, là, mon petit côté groupie. En 2003, à Star Academy, j'avais voté pour Marie-Mé. J'avais téléphoné, ça m'avait coûté 1 piastre. Ben oui, parce que, justement, je trouvais que cette fille-là, elle avait du oomph, elle avait du caractère, elle avait une énergie absolument débordante. Et je l'avais donc beaucoup appréciée. Puis je disais, elle va aller loin, c'est sûr et certain. Et en 2007, là, évidemment, on ne se connaît pas, là. En 2007, parce que j'étais marraine de la Maison des jeunes quelque part de Longueuil, où on participait à la construction du premier centre de formation dans les arts de la scène qui avait pour but de contrer le décrochage scolaire. Oui.
Et à l'inauguration, je m'étais dit, ah, ça serait formidable d'avoir une fille comme Marie-Mé qui viendrait faire un mot d'encouragement auprès de ces jeunes-là. Eh bien, elle a accepté. Elle a accepté donc de s'associer à mon événement. Ça, c'était en 2007. En 2014, au mois de mai 2014, j'ai dit, tiens, je pense que Marie-Mé, ça serait formidable si elle écrivait ma préface. Il me semble que ça, tu sais, d'abord parce que je parle beaucoup de la relève dans mon livre et tout ça, et puis parce que j'admire cette fille-là. Je trouve qu'elle n'a pas peur, justement, d'oser et d'oser déranger. Eh bien, elle a accepté. Puis Éric Salvaille, alors là, c'est une toute autre histoire. Éric, lui, c'était l'achalant dans les couloirs de TVA. Il voulait donc à faire de l'animation. Vous saviez qu'il était animateur de foule dans les émissions, comme avec Julie Snyder, avec Jean-Pierre Coallier, tout ça. Il a travaillé avec ces gens-là, mais il faisait faire des applaudissements aux gens. Mais lui, il voulait plus que ça. Alors, il n'arrêtait pas d'embêter les réalisateurs pour dire, écoutez, prenez-moi, j'ai du talent. Et moi, je le connaissais parce qu'on travaillait à TVA, puis on a eu souvent l'occasion de croiser le fer ensemble. Puis c'est un gars que j'admirais aussi par son audace. Il faisait penser un petit peu à moi dans les années 70. Alors, je lui ai demandé aussi, j'ai dit, tiens, une double préface, un gars, une fille, puis ça a marché. Ils ont osé se coller à mes propos. Donc, une belle bande de joyeux dérangeurs qui embarquent dans ce projet-là. Donc, un livre qui est à découvrir vraiment. Puis les conférences également qui se poursuivent, là, parce qu'il y en avait une à Saguenay la semaine dernière, vendredi dernier. Oui, ça a été extraordinaire. Mais vous savez, François, oser déranger, oui, mais avec le temps, avec un peu de sagesse, j'ai appris à déranger, mais en choisissant mes batailles. Puis ça aussi, c'est important. C'est qu'il ne faut pas déranger pour déranger. Il faut vraiment se servir de son jugement puis dire, écoute, est-ce que ça vaut la peine que je dépense de l'énergie parce qu'il y a peut-être des conséquences à ça. Parce que quand on dérange, il y a toujours des conséquences. Oui, absolument. Et là, d'ailleurs, on me fait signe qu'on a dépassé le temps, donc on dérange les techniciens, mais on va quand même poursuivre. J'ai un autre sujet que j'aimerais aborder avec vous, parce que vous êtes impliqué auprès du regroupement québécois des résidences pour aînés. Donc, vous êtes impliqué de quelle façon dans ce regroupement? Alors, je suis la porte-parole de la journée porte ouverte des résidences privées pour aînés, et ça va avoir lieu le 26 avril. Puis j'ai regardé, parce que quand je suis venue dans la région, j'ai dit, je vais faire une petite recherche, et vous avez près d'une vingtaine de résidences privées pour aînés dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, moi, le message que je veux passer à travers ça, d'abord, parce que je m'en viens, moi, allègrement vers l'âgisme, si vous voulez. Hein, j'avance en âge. Et moi, comme personne, si un jour je veux aller dans une résidence, je veux m'assurer que cette résidence soit adéquate, qu'elle offre des bons services, qu'elle offre des bons soins, qu'il y ait une qualité de vie. Eh bien, ça se magasine. On magasine pour acheter un condo, on magasine pour acheter une maison, pour acheter une auto. Pourquoi est-ce qu'on ne magasinerait pas pour une résidence pour aînés? Après tout, c'est le lieu de vie pour peut-être les dernières années de sa vie. Et puis, j'encourage les enfants de ces aînés à aller visiter aussi avec eux dans le cadre de cette journée porte ouverte le 26 avril, parce que je pense que les enfants qui respectent leurs parents n'ont pas envie d'envoyer leurs parents dans une résidence qui n'a pas d'allure. Alors, si vous avez le SO, le sigle de RQRA, vous savez que c'est une résidence qui est certifiée, d'une part, par, vous savez, la nouvelle certification qu'exige le gouvernement. Donc, il y a des critères bien précis. Ce n'est pas n'importe quel type de résidence, mais ça se magasine. Puis une résidence, ça se planifie également. Alors, moi, j'encourage les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean à aller visiter des résidences le 26 avril. C'est porte ouverte. Donc, les résidences qui ont l'accréditation, qui ont le... Absolument. Et j'imagine que si vous êtes porte-parole de ça pour une femme qui a défendu les injustices de la société, donc on présume que les résidences qui ont l'accréditation sont d'excellentes résidences. Normalement, et si elles ne sont pas d'excellentes résidences, elles vont perdre leur accréditation. Oui, absolument. Alors, il ne faut pas avoir peur, justement, d'oser dénoncer s'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, le 26 avril, ce sera porte ouverte dans ces résidences, occasion d'aller rencontrer les gens qui s'y trouvent et justement les logis qu'on peut y retrouver. Donc, est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça, d'autres implications à surveiller prochainement? Il y a pas mal de projets qui s'en viennent et ça va être assez extraordinaire.
Donc, on va surveiller ça de très près. Absolument. Si vous êtes de passage à nouveau au Saguenay, on aura peut-être la chance de se rencontrer à nouveau. J'ai des amis ici, dont les Abraham. Je ne sais pas si vous connaissez la famille Abraham, qui est propriétaire, entre autres, du Coq Rôti chez Georges. Oui. Alors, ce sont des amis à moi, fait que je les salue, Robert et Monique. Donc, on aura peut-être la chance de se revoir prochainement. Au plaisir. C'était un honneur de vous recevoir à l'émission en studio avec moi. Merci de nous avoir accordé ce temps-là. Ça fait plaisir. Je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Bien, merci. Merci.